Bonjour à tous et bienvenue pour la première du Hub by l'Officiel. Je suis très heureux de lancer officiellement ce nouveau concept ici au SADEC. Alors aujourd'hui, nous avons choisi en partenariat avec le SNEC d'aborder une thématique qui, je pense, intéresse tous les visiteurs, qu'ils soient cuisinistes, fournisseurs des cuisinistes, en l'occurrence le magasin de demain. Alors vaste sujet, bien sûr, on va le structurer et on va essayer de parler de ça précisément avec des sous-thématiques. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés trois invités venus ici pour vous livrer leur vision et leur expertise. Christian Sarraud, qui est déjà un grand habitué de ce plateau puisque il y était juste avant nous. Thierry Dardel, donc directeur des ventes France et export d'Arthur Bonnet. Merci Thierry d'être avec nous aujourd'hui. Et Lionel Galichet, fondateur de Yacabiz. Alors Yacabiz, ça vous parle peut-être pas, vous cuisinistes, vous professionnels, mais il va vous expliquer son parcours et sa solution. C'est hyper intéressant. Et bien justement, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va laisser nos invités se présenter à vous. Donc Christian, on te connaît, le SNEC est un syndicat qui œuvre énormément pour la profession, mais peux-tu nous rappeler ton rôle en tant que secrétaire général au sein du SNEC ? Alors, juste déjà un grand merci d'avoir organisé cette table ronde parce que je crois que je l'ai évoqué à de nombreuses reprises, c'est un thème déterminant pour l'avenir de nos magasins. Maintenant, sur la fonction du secrétaire général ou du délégué général, bon, vous l'avez compris, hein, c'est une fonction à géométrie variable. Donc, elle se veut d'abord éminemment politique, hein, parce qu'on se doit d'être au courant de tout ce qui se passe aussi bien dans les cabinets ministériels que bien évidemment au niveau des organisations professionnelles et organismes parapublics. C'est aussi à la croisée des chemins, vous l'aurez compris également, l'obligation d'être pertinent dans le domaine du fiscal, du social, du droit commercial, droit de la consommation. C'est bien évidemment être à l'écoute, mais ça je suis bien équipé, de l'ensemble de nos professionnels, distributeurs, fabricants, équipementiers. Donc c'est une courroie de transmission, hein, et je l'ai dit en conclusion, je crois que ce métier avant tout, on ne peut pas le faire si on n'a pas d'empathie particulière pour les hommes et les femmes qui travaillent dans ce métier et sur les produits qu'ils représentent. Donc voilà un peu en deux mots la fonction du secrétaire général. Parfait, Christian. Thierry, alors là, pour le coup, comme le SNEC, tout le monde connaît Arthur Bonnet, Cuisine Design Industrie, Comera Arthur Bonnet. Quel est votre rôle et pouvez-vous décrire également votre fonction au sein d'Arthur Bonnet, Cuisine Design Industrie ? Oui, je suis le directeur du réseau Arthur Bonnet. Et mon métier, en fait, ça, je disais à un de mes collègues tout à l'heure, mon métier, c'est Monsieur Performance du réseau Arthur Bonnet. Donc mon métier, c'est de faire en sorte que les magasins Arthur Bonnet en France et à l'export, alors l'export pour nous, c'est l'export francophone, performent. Donc c'est d'abord la définition de la stratégie commerciale de la marque, et puis la mise en œuvre de cette stratégie commerciale auprès des distributeurs, avec tous les outils qui permettent de la mettre en œuvre, avec mon équipe présente sur le terrain. Voilà, on est beaucoup dans l'élaboration, on est beaucoup dans l'opérationnel, on est très au contact de nos distributeurs et finalement du consommateur final, puisque l'objectif de tout ça, c'est de satisfaire le consommateur final. Donc un boulot qui doit bien vous occuper, j'imagine, parce que là, la fonction est assez dense. Et on termine notre tour de table avec Lionel Galichet. Donc Lionel, vous êtes expert dans le monde automobile. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai souhaité vous avoir ici à nos côtés ce matin, ce midi, ce début d'après-midi. Bon. En l'occurrence, par rapport au fait que le monde de l'automobile inspire et influence souvent dans certains sujets, bien sûr pas dans tous, le monde de la cuisine équipée. Alors Lionel, avant d'entrer dans le vif du sujet, racontez-nous les grandes étapes de votre parcours, parce qu'il est assez riche, mais des grands noms. Et surtout, présentez-nous Yacabiz, votre solution que vous avez fondée en 2019. Eh ben, merci pour l'accueil. Effectivement, pour moi, c'est une nouveauté d'être un tour de table dans le monde de la cuisine. Je suis forcément beaucoup plus habitué d'être dans le monde de l'automobile. Et c'est pourquoi, parce que je suis la troisième génération dans l'automobile. Mon grand-père était marchand de véhicules d'occasion et mon père a travaillé aussi 40 ans dans la distribution. Et puis moi, j'ai fait des études que dans l'automobile, donc pour être chez Atelier. Et puis après, je suis parti, parce que je n'étais pas très doué de mes 10 doigts. Donc je suis parti sur la partie marketing, communication. Et j'ai commencé chez Smart, en fin de compte, en tant que stagiaire. Et j'y suis resté, donc mon stage de 6 mois, il a duré 10 ans. Donc je suis rentré là-bas en tant que stage au marketing. Après, j'étais à l'administration des ventes. Après, j'étais chef de région. Après, j'étais responsable de la promotion des ventes, donc tout ce qui est marketing en médias. Après, j'étais responsable marketing pour la France, donc j'avais le produit, la publicité et les médias. Et ensuite, la marque, il y a eu des évolutions un peu dans la marque avec différents arrêts de certains véhicules. Et par la suite, j'avais la direction marketing de toutes les filiales françaises Mercedes. À l'époque, il y avait 5 plaques de distribution, Paris, Lyon, Nice et Bordeaux.
C'était 31 points de vente, c'était 16 000 véhicules. Et surtout, ce que j'ai découvert, c'est qu'on avait un call center intégré, composé de 6 téléopérateurs en commerce, de 12 en après-vente, et que j'ai vu qu'il y avait pas mal de belles choses à faire via des call centers qui travaillent pour le compte de réseau, aussi bien pour l'appel entrant que pour l'appel sortant. Et puis j'ai volonté de bouger un petit peu de la région parisienne et j'ai eu la chance de rejoindre un groupe de distribution qui est dans le sud de la France et là qui vendait des véhicules utilitaires, des véhicules particuliers et des motos. Et là j'ai géré toute la partie marketing, communication et process et méthodes de ce groupe-là. Et puis en fin de compte, je me suis rendu compte de quelque chose de fondamental et je pense que c'est quelque chose que vous rencontrez vous dans vos établissements. On parle toujours du fameux entonnoir des ventes. Je pense qu'on parle tous de l'entonnoir des ventes. Et je suis désolé, mais pour ce que moi j'ai remarqué en tout cas dans l'automobile, je ne sais pas comment c'est dans vos établissements, mais en fin de compte, c'est pas vraiment un entonnoir, mais c'est plutôt une passoire. Et je me suis dit, mais en fin de compte, quand on regarde bien comment les choses fonctionnent au sein des établissements, la relation client-vendeur, elle est très numérique. On fait beaucoup des bons de commande numériques. Enfin, tout est aujourd'hui digitalisé avec le client. Par contre, la relation manager-vendeur, elle est, je veux dire, à l'ancienne. Elle est beaucoup à l'oral. Elle est beaucoup sur des cahiers, des tableaux Excel, des paperboards. Et il n'y a rien vraiment de structuré et de structurant. Donc, en fin de compte, on a développé. Donc, j'ai créé une société pour me dire, voilà, il faut créer ce lien avec des outils numériques. On a tous dans le creux de la main ou sur les écrans, en téléphone portable ou ordinateur. Et donc, on a développé un outil qui permet de faire rentrer dans un entonnoir, et là, un vrai entonnoir, tous les leads entrants, donc aussi bien physique, site internet, etc. Venir piloter la force de vente sur ces outils-là pour voir un peu où est-ce qu'on en est d'un contact qui est rentré, la durée de traitement et la sortie du traitement. Et ce qui est assez étonnant, et c'est ce qui a fait d'ailleurs qu'on a eu de longues discussions ensemble de préparation, c'est que donc nous on a préparé ça pour l'automobile où on a les leads qui rentrent et ensuite on va jusqu'à la vente. Mais nous quand on vend un véhicule, on le livre et une fois qu'il est livré, il parle à la nature et les choses s'arrêtent là. Il y a du renouvellement, et on en parlera tout à l'heure, mais ça s'arrête là. Et on a par effet de ricochet des demandes auprès de clients qui, eux, sont dans le monde du bâtiment ou dans le monde aussi de la pose de cuisine, qui nous disent, nous, on voudrait effectivement suivre tous ces leads entrants, on voudrait suivre effectivement les affaires en cours de nos vendeurs, mais on voudrait aussi, à la suite d'une vente faite, suivre les travaux. Et qu'on ait à ce moment les différents partenaires qui puissent nous donner des photos de leur chantier, des photos de ce qu'ils ont fait au cas par cas, afin de constituer une fiche complète avec tous les éléments issus du chantier. Et en allant jusqu'au PV de réception de travaux et permettant aussi de suivre les paiements, etc. Donc ça, c'était le point qui nous a rapprochés. Et juste pour finir, quand j'étais au marketing, et ça c'est pareil, je fais exprès de faire un peu ce côté un peu pour la gratter, c'est que quand on dépense de l'argent, quand vous dépensez de l'argent en fin de compte en marketing, sur différents supports, numériques, digitaux, physiques, mass médias ou réseaux sociaux, en fin de compte, vous dépensez beaucoup d'argent, et moi j'ai dépensé beaucoup d'argent au cumul de ma carrière, pour faire que 3 choses à des clients. Pour les faire venir, et il s'avère, si je prends le cas de l'automobile, il y a des gens qui viennent faire des essais, il y a des gens qui viennent faire des reprises, et le manager est au courant de pas grand-chose. Il y a des gens qui appellent, et là, c'est passé du standard au vendeur, et vous n'avez pas une traçabilité sur les appels pour faire du commerce. Et il y a des gens qui écrivent, et là c'est pareil, ça part dans des boîtes mail, et on n'a pas de retour. Donc voilà un peu la genèse de MasterBiz, mais je suis aussi ici avec vous pour vous parler d'automobile et de la distribution. Donc je te laisse la parole. Plein de choses à dire. Donc vous l'avez vu, Lionel, quand il prend la parole, il faut quand même être s'accrocher un peu, mais c'est très intéressant et le parallèle avec l'automobile, de toute façon, nous intéresse tous. Je sais que beaucoup de gens qui nous regardent ont des très belles voitures sur les parkings, donc ça va les interpeller. On va revenir à l'intérêt de notre échange sur le magasin de demain dans le milieu de la cuisine. On reviendra après plus tard sur l'automobile. La thématique du jour, c'est le magasin de demain. Donc, Christian, Thierry, j'ai envie de vous interroger dès maintenant sur cette question un peu générale. Mais pour vous, c'est quoi le magasin de demain dans la cuisine ? Alors, c'est un vaste sujet, puis on va répondre à la question. Mais d'abord, pour répondre à ce que disait Lionel, le parcours du consommateur, ça fait un moment qu'on dit qu'il est figital. C'est-à-dire qu'il est physique dans le magasin et digital. Dans notre métier, le consommateur va commencer sa recherche, ça fait une dizaine d'années, il commence sa recherche sur Internet.
il voit une pub à la télé, à la radio, enfin il entend à la radio, et après, il va commencer son parcours de découverte du projet sur Internet, va scorer, aujourd'hui on pense 3-4 professionnels, pour aller faire des devis en magasin, et puis finalement signer avec l'un d'entre eux. Ça existe depuis une dizaine d'années, toutes les enseignes, tous les professionnels indépendants, adhérents du SNEC ou pas, investissent énormément le digital sur, pour ce que tu disais, faire venir. Et on fait rentrer des clients comme ça. Mais le magasin de demain, il change, et on l'a dit tout à l'heure dans l'AG du SNEC, on constate depuis maintenant 1 an et demi que les demandes des consommateurs, alors au début par peur du virus, et parce que peur de se retrouver dans des endroits confinés avec des gens potentiellement malades, mais aussi parce que les magasins étaient fermés, les consommateurs sont en demande d'un parcours qui est digital. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le magasin devient connecté au consommateur. Alors, on le voyait dans la démarche, les nouvelles démarches commerciales avec un certain nombre d'impacts et qui interviennent dans les méthodes de vente des consommateurs. Mais en fait, aujourd'hui, un consommateur va passer du temps en magasin. On pense que toujours un consommateur passera du temps en magasin. Acheter une cuisine 100% en ligne, ça viendra. Très probablement, ça viendra. Pas forcément sur tous les projets. Mais on a besoin de toucher. Dans notre métier, on a besoin de toucher le produit. On a besoin de voir la couleur. On a besoin de voir l'association des matériaux. Et plus on est premium, et plus c'est vrai. Mais en fait, on peut aussi, à un moment donné, signer un bon de commande à distance une fois qu'on est convaincu. Voilà. Et donc, le magasin évolue de ce point de vue-là aussi. Il se connecte. Et il va évoluer puisque... si le consommateur passe moins de temps dans le magasin, ça veut dire que les fonctions du magasin qui est démontré finalement avec des expositions, un showroom, un savoir-faire, des offres, des produits, aura peut-être un petit peu moins cette fonction-là. On va beaucoup se renseigner sur Internet, on se renseigne beaucoup sur Internet. On a, nous, dans notre marque, un catalogue qui est un catalogue digitalisé, très interactif. On clique sur une cuisine et on voit plein de fonctionnalités qui apparaissent. Et du coup, ouvrir une cuisine, ouvrir un tiroir, regarder un matériau dans un magasin, prend un peu moins de sens. Et plus le magasin, nous on pense que plus on est premium, et plus ça va s'accentuer en fait. Et du coup, on imagine des fonctions différentes dans le magasin, des fonctions qui sont liées à l'accueil, qui sont liées à la séduction du consommateur, lui démontrer qu'on va être le professionnel capable de lui vendre son projet, des fonctions qui vont être liées et dans un même espace. Liées au choix de l'ambiance, des matériaux, etc. Et puis à la restitution du projet. Par contre, les espaces liés à la conception se feront, on pense, de plus en plus en dehors du client. Et on pense que le traditionnel bureau vendeur, où on a toujours cette barrière de l'écran, de l'ordinateur entre le consommateur et le vendeur, ça va s'étioler dans les magasins, les magasins plutôt premium et à l'avenir. Et on aura des espaces, vraiment des espaces de réception. D'ailleurs, dans l'automobile, quand on va chez quelqu'un qui est plutôt premium, on va chez Mercedes, je parlais de Mercedes, quand on reçoit son véhicule, on est plutôt reçu dans un salon aujourd'hui qu'au bureau d'un vendeur. On pense qu'il y aura de ça un peu dans notre métier. Et à l'inverse, plus on va être mass market, plus on va être grand public, plus on va être low cost, et plus le magasin devra permettre de traiter un client rapidement. Et là, on pense, nous, qu'il y aura moins cette séparation des fonctions. Voilà. On aura un magasin où peut-être le client aura préconçu son projet en amont et on viendra finaliser le projet et l'achat se fera rapidement sur des plus petits budgets où il y a moins d'impact pour le consommateur, moins de risques aussi, y compris financiers, moins d'investissement. Voilà. C'est les grandes tendances qu'on sent aujourd'hui, auxquelles on commence à se préparer et on est au tout début de cette évolution-là, je pense. Très intéressant. Christian, ton point de vue sur ce que sera le magasin de demain? Alors, moi, je ne vais pas répéter les arguments de Thierry, c'est inutile. Ce que je trouve intéressant, c'est que on a organisé dans un précédent SADEC une table ronde avec une camarade qui est Isabelle Musny, qui était directrice de la revue Influencia, et elle réalise chaque année une étude de retail aux États-Unis. Donc, c'était assez intéressant parce que c'est bien évidemment une prospective en matière de magasins de l'autre côté outre-Atlantique, mais sur différentes fonctions. C'est-à-dire, est-ce que mon magasin, si je suis banquier, est-ce que je ne serai que banquier toute ma vie? Deuxième situation, Thierry en parlait à l'instant, sur la partie ergonomie du magasin. Et ce que je crois, en tout cas c'est ce qui est ressorti de cette étude, qui est assez récente, puisqu'elle existe tous les ans, on la consulte, nous on est très partie prenante d'études, on a une étude, nous, trimestrielle, avec l'Institut de la Maison et l'IPEA,
par Christophe Gazelle, je ne sais pas s'il est dans la salle, et donc il nous permet d'avoir des données très spécifiques du marché. Et je reviens à cette étude du retail qu'on a partagée ensemble en plus. Elle précisait la notion de service. Et moi, je crois qu'il faut vraiment insister sur la notion de service. On y reviendra. C'est pour moi l'assurance particulière du devenir de nos magasins. Voilà. Très bien. Alors, revenons maintenant au monde de l'automobile. Lionel, beaucoup d'évolutions, beaucoup de mutations. Aujourd'hui, on court chez les concessionnaires. Là aussi, tu as une vision très, très précise. Est-ce que tu peux nous décrire ce que sera le magasin d'automobile, donc le concessionnaire automobile demain? On verra après si on peut en tirer des conséquences et des analyses sur celui de la cuisine. Mais là-dessus, tu as des avis et des choses très intéressantes à nous dire. Notamment, je pense, à la réduction des surfaces. Enfin voilà, je te laisse développer. Alors, comme on l'avait vu un peu ensemble, j'aurais eu à discuter de ça il y a 3-4 ans en arrière. Le discours n'a pas été le même. Car dans l'automobile, il y a quelque chose qui est en train de, plus que de pointer son doigt et qui aura des conséquences énormes sur les schémas et de distribution que vous connaissez aujourd'hui, en tout cas les formes de distribution que vous connaissez aujourd'hui, c'est tout simplement l'arrivée du véhicule électrique. Donc je ne vais pas le développer là, on en reparlera un peu plus tard après, mais sachez que l'arrivée du véhicule électrique va énormément changer la donne pour 2 raisons. Pour la première, c'est que le véhicule va se simplifier. Et que tout l'environnement et tout l'apport de la force de vente va évoluer. Et un autre point super important, c'est que sur un véhicule électrique, il n'y a relativement pas ou peu d'entretien et que les réseaux de distribution aujourd'hui vivent grâce à la réparation. Donc il y a des évolutions fondamentales qui vont s'opérer dans les 5-10 prochaines années. Et assurément, ce qu'on a connu dans les 100 dernières va être remis en cause dans les 10 prochaines. Ça, c'est la première chose. Et sur la partie donc, des distributeurs, on a aussi une particularité dans l'automobile que vous n'avez pas, vous, dans le commerce traditionnel, c'est que la distribution est régie par un droit d'exemption européen, où, en fin de compte, la distribution automobile, jusqu'en mai 2023, est couverte et gérée par 2 façons de distribuer, soit la distribution sélective, soit la distribution exclusive, que je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est pas ce qui nous intéresse là à l'instant T. Mais ce qui va être super important, c'est qu'il se profile en ce moment qu'en 2023, dans la révision de cette exemption, va venir se rajouter peut-être 2 premières, mais peut-être aussi que les 2 premières vont disparaître au profit de la nouvelle version, qui est la vente directe. Et ce qui va se passer, c'est que les constructeurs aujourd'hui vont s'offrir la possibilité de vendre les véhicules directement et que la relation commerciale se fasse entre le client et le constructeur. Et ce qu'on voit, c'est que les nouveaux entrants sur le marché du véhicule électrique ont déjà ces fondamentaux-là. Je ne vais pas faire de publicité pour une marque américaine que vous voyez très bien à laquelle je parle, de véhicules 100% électriques, qui a déjà son réseau en propre et qui gère sa vente en direct et que vous commandez en carte bleue sur Internet. Et il a été annoncé, et là pour le coup c'est une marque que je connais bien, qui est Smart. Il a été présenté la nouvelle Smart au salon de Munich il y a 2 semaines. Et il a été clairement écrit aux distributeurs d'aujourd'hui que la nouvelle Smart arrivant en 2023 va faire passer les contrats de distribution en contrats d'agent et que la relation commerciale qu'il va y avoir entre le client et la marque va se faire maintenant directement par le constructeur, facturé par le constructeur, et que les réseaux de distribution vont passer agents de marque, donc livreurs des véhicules vendus sur Internet, avec moins de magasins, avec moins de sites. Il y a aussi quelque chose qui est un peu différent par rapport à votre métier, c'est que vous, je rebondis sur le discours, effectivement, le point de vente, il est important parce que je vais venir chez vous pour toucher, enfin, je suis obligé de me déplacer pour toucher la matière. Nous, dans l'automobile, le véhicule, je peux le déplacer et l'emmener chez vous. Donc, quelque part, le showroom, il a moins d'obligations si je t'appelle, toi tu connectes sur Internet, tu veux telle ou telle voiture, et si je te propose de venir chez toi l'essayer, dans l'absolu, à quoi sert un showroom? D'autant plus que, vu, comme je vous l'ai expliqué juste en amont, les marges vont forcément se réduire si le distributeur ne fait que la livraison et qu'en plus, il fait moins de réparations. Donc, c'est en ça qu'on voit
qu'on est en train de réduire les surfaces d'exposition, on est en train de réduire les surfaces obligatoires par marque, on est en train de rajouter plusieurs marques sous le même toit. C'est ce que fait Stellantis, quand même, qui a résilié tout son réseau européen en mai 2021, avec une date d'effet mai 2023, qui, comme par hasard, si vous comprenez bien les propos, correspond à la fin d'exemption, et qui va autoriser à son distributeur d'avoir plusieurs marques sous le même toit, pour tout simplement, du fait qu'il y a moins de rentabilité sur la vente des véhicules, d'avoir des fonctions mutualisées, comme l'accueil, comme des choses comme ça. Donc voilà, donc, réduction des surfaces, réduction de la force de vente. On a aussi un schéma aujourd'hui, ce qu'on appelle les Genius. Enfin, ça, c'est chez Audi et Star Expert chez Mercedes. Et puis, chacun a sa formule. C'est qu'aujourd'hui, on met des gens qui sont spécialisés dans la marque, mais qui sont déconnectés de la partie financement et stock, pour que le discours soit un discours de marque et de produit, et non pas un discours, ce véhicule-là, c'est ce qu'il vous faut parce que c'est celui que j'ai à vendre. Ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Et voilà, tout le reste, je l'ai abordé. Donc, voilà, donc c'est vrai qu'il y a 3 ans en arrière, j'aurais tenu un discours un peu différent. Là, avec le Covid et surtout toute la pression, je dirais, fiscale, hein, des obligations d'un côté de ne plus avoir de vente de véhicules thermiques en 2035, mais ça sert bien avant, parce que vous allez voir qu'en janvier 2022, va avoir la nouvelle taxe au poids, où vous aurez 100 euros par 10 kilos supplémentaires à partir de 1800 kilos pour des véhicules autres que hybrides électriques. Et je ne parle pas des ZFE. Oui, pour finir, cette petite parler, c'est que dans 2025, il y a juste 10 millions de voitures qui ne pourront plus rentrer en centre-ville. Donc là, c'est une révolution qui est en train de se passer dans le monde automobile. La disparition programmée des concessionnaires automobiles, difficile aujourd'hui de l'imaginer dans le monde de la cuisine. La vente directe, quelque part, on y est, puisque les fabricants, pour certains, ont leur propre réseau de distribution. Donc, il y a quand même des choses qu'on peut, on peut faire des liens, d'autres qui ne le sont pas. Je vais du coup là encore revenir sur le sujet plutôt spécifique aux cuisinistes. On avait dans le cadre de l'officiel, et on avait à ce moment-là parlé de l'approche commerciale, de son évolution, mais on avait publié un dossier assez large sur l'avenir du cuisiniste, et beaucoup de témoins parlaient d'un magasin qui devrait demain être plus pédagogique, plus technique, et notamment plus digitalisé. Alors là aussi, ce sont des sujets qui sont très travaillés par les enseignes, les acteurs de la distribution. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aller encore plus loin? On sait qu'en Allemagne, les magasins sont beaucoup plus techniques, ont des zones, parce que les gens s'intéressent vraiment aux produits. En France, on va plutôt être sur le style, sur la décoration. Thierry, qu'est-ce que vous pensez de cette évolution vers un magasin peut-être plus pédagogique, didactique, technique? On commence à y être en fait. Et nous on suit vraiment avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans l'automobile. Il se trouve que j'ai travaillé dans l'automobile au tout début de ma carrière. Et donc je connais bien ce qui va se passer avec la fin du règlement d'exemption. Et on sait que souvent, ce qui arrive dans l'automobile préfigure ce qui se passera dans la distribution alimentaire aussi, hein, ce qui arrivera dans notre métier quelques années plus tard. Et si le magasin va être effectivement tout ce que tu dis, et je vais revenir là-dessus, il sera aussi certainement peut-être plus petit. Encore une fois, parce que pas besoin de montrer autant d'exposition. Je ne sais pas si on arrivera à acheter des cuisines un jour, peut-être. Enfin, certains rêvent à ça, rêvent de ça, des cuisines en ligne avec une carte bancaire. Certains créent des enseignes aujourd'hui pour ça. On verra ce que réservera l'avenir. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on voit arriver, et depuis le confinement pour beaucoup de choses est un accélérateur, l'arrivée de nouvelles sensibilités, de nouvelles demandes, notamment l'écologie par exemple. Et quand on doit démontrer qu'on fabrique écolo, on doit avoir un magasin qui doit pédagogiquement, on dit souvent que le magasin c'est le vendeur muet, doit démontrer ça. On doit démontrer qu'on a des meubles qui respectent l'écologie, mais qui vont respecter une ergonomie particulière pour servir un projet particulier du consommateur. Et de plus en plus, alors en France, effectivement, on n'est pas en Allemagne. On a certaines enseignes, certains confrères qui ont des zones pédagogiques avec des meubles techniques, des meubles désossés, etc. pour montrer ça. On l'exprime un peu différemment, en fait, dans notre pays par rapport à l'Allemagne. La pédagogie, elle tourne plus par rapport aux bénéfices clients, effectivement sous l'angle du design, du service rendu, de l'ergonomie de la cuisine. Mais de plus en plus, par rapport à des attentes très spécifiques et de plus en plus spécifiques des consommateurs, on aura des magasins pédagogiques. Et puis, ce qu'on constate depuis le confinement, en particulier, et là aussi un effet d'accélérateur immense, c'est la recherche de projets de plus en plus individualisés. C'est ma cuisine, c'est pas la tienne, c'est pas celle de Christian, etc. Voilà. Et pour ça, l'aspect, je dirais, technique doit s'exprimer, mais l'aspect technique, c'est aussi l'aspect du vendeur.
Effectivement, dans l'excellent numéro de l'officiel du mois de mars, je ne sais plus quelle personne a été interviewée, qui disait que finalement, ce qui allait permettre de se distinguer, c'est le coup de crayon. C'est le savoir-faire du vendeur. Et ça, c'est la technique, c'est la maîtrise technique produit. Je sais que c'est un panneau de particules, etc. Ok, très bien. Le consommateur s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est un projet individualisé. Et c'est le coup de crayon, c'est le savoir-faire, c'est le talent du vendeur. Et ça, c'est ce savoir-faire technique. Toutes les enseignes aujourd'hui mettent l'accent là-dessus. Et on le voit dans les communications. On communique sur des prix, on communique, mais on communique surtout sur le côté... cette cuisine sera votre cuisine et ce sera bien votre projet. En tout cas, nous, on le fait très fort, mais d'autres le font. Et on sent cette tendance de fond aujourd'hui, comme une lame de fond depuis en gros, mars 2020. Quoi. Et enfin, l'aspect digitalisé, on a déjà traité un tout petit peu le sujet dans la question d'avant, mais on pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Tu disais, on n'a pas besoin d'une concession automobile si je peux emmener la voiture chez Julien, mais pourquoi ne pas emmener le projet cuisine chez le consommateur? Et il y a déjà des solutions technologiques qui permettent d'envoyer une scène 3D sur l'écran de l'ordinateur, de la tablette ou du smartphone du consommateur. Et il peut comme ça, chez lui, se projeter. Mais on peut très bien imaginer demain une scène holographique de la cuisine envoyée chez le consommateur quasiment pour habiller sa pièce réelle. Aujourd'hui, il y a des applications sur les smartphones qui permettent de scanner une pièce complètement et de la mesurer au millimètre près. Donc ces applications-là existent déjà, elles ne sont pas répandues. Mais on voit dans des magasins, par exemple, la réalité virtuelle, avec des Google Glasses, où on peut totalement se promener, on peut ouvrir les tiroirs, on peut ouvrir les façades, on peut allumer la hotte, on peut faire chauffer de l'eau sur la plaque. Et ça, on pense que ça va prendre de plus en plus de place et que le magasin et la projection du projet, aujourd'hui le projet il est rendu sur un devis, avec une vue 3D en papier. Demain, ce sera du 3D, du vrai 3D, très probablement holographique ou des choses comme ça. Les projets existent, ils sont dans les tuyaux et je pense que dans les 5 ans qui viennent, ce sera devenu monnaie courante. Notre profession est vraiment à l'orée de ce changement-là. Et finalement, on pourra très bien imaginer que le client contacte le magasin pour faire finalement la découverte, la réassurance qu'il ne s'est pas trompé de professionnel. On pourra très bien imaginer qu'il vienne au magasin ensuite, choisir les matériaux. Effectivement, on a beaucoup besoin de toucher, de voir, d'associer, etc. Mais on peut très bien imaginer que la restitution du projet se fera en partie chez lui et que s'il est chez lui, pourquoi pas signer un bon de commande à distance? Aujourd'hui, les solutions existent. Alors là aussi, et il faut quand même le dire, il y a des camions aujourd'hui magasins qui vont directement chez le client. Il y a des vendeurs à domicile également, un réseau assez important sur le marché français que je ne nommerai pas, mais tout le monde sait de qui je parle. Je voudrais également, alors Christian, avoir ton avis sur une question, et là aussi au cœur de ce qu'on voit aujourd'hui en termes d'évolution, ça se voit d'ailleurs sur les stands de certains exposants ici, c'est on va dire le complément, l'évolution de l'offre vers d'autres pièces de l'habitat. Aujourd'hui, beaucoup de fabricants de cuisine développent des solutions salle de bain, des solutions living, des solutions éventuellement vers le dressing. On sent que c'est une lame de fond qui arrive, et donc je voudrais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que pour toi c'est un passage obligé? Est-ce que tu penses que demain le cuisiniste sera obligé de devenir un agenceur de l'habitat dans son ensemble, et donc avec toutes les contraintes que ça peut supposer derrière? Voilà. Quelle est votre réflexion les uns et les autres sur cette notion de déploiement d'une offre complémentaire dans les magasins de cuisine demain? Bon, alors, excellente question, parce qu'on remarque bien évidemment dans de nombreux magasins de cuisine que c'est de la cuisine équipée, mais naturellement de l'habitat sur mesure, hein, parce que c'est la spécificité de notre métier, c'est bien évidemment le sur mesure. Donc on l'a vu dans de nouveaux métiers, le dressing, le rangement, on le voit aujourd'hui dans le bureau, la bibliothèque, on a une ouverture naturelle sur le salon, donc il suffit simplement de visiter les stands qui sont présents au SADEC pour bien évidemment comprendre les modifications qui existent au sein du magasin, mais pas que, hein, il suffit de voir d'autres magasins, les chambres parentales, les chambres des enfants, donc on est vraiment sur de l'habitat sur mesure, ça c'est le premier point. Je reviens juste sur le sujet précédent parce que c'est vrai qu'on a, de la part des consommateurs, je voudrais préciser le propos de Thierry, on a en effet des demandes de démarche environnementale, mais on a également, et ça c'est assez amusant, 2 points qui nous paraissaient un peu étranges, c'est la notion de circuit court, donc c'est-à-dire le magasin de proximité, donc ça c'est un point intéressant. Et deuxième situation également, que je trouve également intéressant, et Arthur Bonnet est tout à fait
prompte à en parler, c'est l'origine France Garantie. Donc il y a une vraie volonté de la part de nos consommateurs, un vrai changement que j'appellerais fondamental, pardonnez-moi l'expression un peu prétentieuse, mais ça aussi, ce sont des caractéristiques qui me semblent intéressantes. Voilà, c'était le petit aparté que je voulais faire. Pour compléter, alors Origine France Garantie, c'est un label, et sinon on parle plutôt de Made in France, mais les deux recherches les plus importantes au sortir du premier confinement, donc vers mai-juin 2020, c'était effectivement les recherches liées à l'écologie, tous les mots-clés tournant autour de l'écologie, et du Made in France, fabriqué en France, produit français, etc. Donc je rejoins complètement ce que dit Christian sur ce sujet. Et sur l'évolution de l'offre et du coup le fait qu'aujourd'hui un fabricant de cuisine va proposer du living, de la salle de bain, du dressing, du rangement, de la chambre à coucher, est-ce que pour vous c'est un passage obligé? Je sais que bon, Arthur Bonnet, mais l'idée n'est pas ici de faire la promotion d'Arthur Bonnet, mais développe des choses, beaucoup de stands ici aussi, mais voilà, est-ce que pour vous c'est un passage obligé? Demain, le magasin devra exposer des zones dédiées à ces solutions-là, en plus des cuisines. En fait, un phénomène majeur, Julien, c'est que si on regarde avant le premier confinement, il y avait 1 à 2% des Français qui télétravaillaient. Aujourd'hui, c'est 37% des Français qui télétravaillent. Donc l'habitat se modifie. Et tu ne peux pas voir aujourd'hui un magazine de déco sans que tu aies des solutions liées à ça, ne serait-ce que ça. Tu vois, où tu as, presque un meuble de living et que tu peux transformer en solution de bureau assez facilement. Là où, pendant le premier confinement, on a tous travaillé avec l'ordinateur sur les genoux, sur la table de la cuisine, dans un inconfort total. Je sais de quoi je parle. Et voilà. Il est équipé en cuisine, mais pas pour y travailler. Et effectivement, on le voit aujourd'hui. Alors, c'est vrai pour nous, dans notre réseau et dans notre marque, mais on voit effectivement, comme le disait Christian, tous les confrères. Et aujourd'hui, on a des magasins de cuisine qui se transforment en magasins de déco. On a des confrères, et c'est le cas aussi pour nous d'ailleurs, où les éléments de déco, les lustres qu'on a, les pots de fleurs qui décorent les expositions sont à vendre. Les tables, les chaises sont à vendre. Donc on a cette notion finalement d'équipement total de la maison qui est pensée comme un ensemble, parce que la maison est redevenue le cocon. L'élément protecteur, c'est quand même l'endroit où on s'est réfugié quand on ne savait pas trop si on pouvait sortir et ce qu'on risquait en sortant. Et c'est resté. Et alors c'était ponctuel, mais c'est resté. Moi je pense, je partage ça avec Christophe Gazelle d'ailleurs, je pense que ça va rester véritablement durable, vraiment durable. Et cette place de l'habitat se modifie complètement dans l'esprit et le cœur des Français. Donc un message clair et net pour les gens qui nous regardent aujourd'hui et qui nous regarderont après le salon sur nos web TV, sur nos réseaux sociaux, puisque tout ce qu'on se dit ici est enregistré, donc on pourra le déployer. Demain, votre magasin devra être digitalisé, devra être effectivement peut-être plus technique, plus didactique, et devra intégrer et scénariser des zones qui vont plus loin que la cuisine. Les fabricants sont prêts à vous proposer des solutions et à vous aider à modifier les points de vente. Christian, sur cet aspect, est-ce que tu as quelque chose à préciser? Oui, juste une petite précision. Autant on connaît l'offre globale de certains fabricants. Moi, je voudrais quand même préciser, pardonnez-moi, je reprends ma casquette de secrétaire général du SNEC, c'est qu'on peut proposer, quand on est distributeur, une offre globale, mais on doit développer également les compétences de nos collaborateurs et donc naturellement les former à ces nouveaux métiers. On ne peut pas appréhender le marché de la cuisine sans être formé au métier de concepteur-vendeur, chef des ventes, directeur de magasin. Et de la même manière, on va parler donc de luminaires, on va parler de meubles meublants. Donc ça nécessite des compétences différentes. Donc je voulais juste faire ce petit aparté. C'est effectivement, l'humain reste bien sûr au cœur de tout ça. Donc tu as bien raison, parce que sans formation, forcément, c'est difficile de vendre d'autres éléments, aménagements techniques. On pourrait en parler des heures du magasin de demain. Ça inclut tellement de notions. Mais là, déjà, je trouve que c'est très intéressant ce qu'on a pu se dire. On va aborder, alors là, pour le coup, plus un focus sur le monde automobile. Bien sûr, Lionel, si tu voulais préciser quelque chose, expliquer quelque chose, vas-y. Par rapport effectivement à ce que vous avez dit. Le fabriqué français, ça va être de plus en plus compliqué à tenir dans l'auto, parce qu'on sait très bien que l'électrique n'est pas maîtrisé par les Européens, mais plus par les pays d'Asie, premièrement. Deuxièmement, quand vous parlez d'écologie, vous pouvez mettre en avant des matériaux, du recyclage, etc. Bon, il y a encore beaucoup de travail à faire sur le recyclage des véhicules électriques, mais on en reparlera tout à l'heure. Vous allez voir qu'on va attendre aussi sur quelque chose qu'on ne connaissait pas dans le véhicule, qui va être le reconditionnement. Et le côté un peu écologique, nous, il est très financier dans l'auto. C'est que, bon, je ne sais pas si vous avez acheté récemment des véhicules, mais bon, les écotaxes, ça devient quand même très très lourd à porter.
si on veut rouler en thermique. Le prix du carburant, là, on annonce sur un an glissant le litre à 2 euros. Donc, j'ai envie de dire, dans l'auto, un client écologique, je m'amuse souvent à faire ce petit jeu de mots et qui peut des fois un peu déplaire, mais il est avant tout économiquement logique. C'est qu'il va avoir un peu tous les gains qu'il peut avoir de rouler aujourd'hui en hybride ou en électrique versus une version thermique, aussi bien en termes de taxes qu'en termes de coût à la pompe. Donc voilà. Donc nous l'écologie il est plutôt dicté sur ce qu'on peut économiser. Et pour revenir aussi sur l'apport du magasin, moi je me suis amusé à regarder là quand j'ai fait le tour du salon. Bah, quelque chose qu'on fait tous hein, quand même et pas que moi et un peu tout le monde, c'est qu'on touche beaucoup. C'est que vous dans votre métier, il y a la matière joue pour beaucoup. Alors je dis pas que dans une voiture il y a du bois, il y a du cuir, il y a des choses comme ça. Et il y a un toucher de route, il y a tout ce qu'on va ressentir. Mais il y a un moment quand même que ce côté physique, forcément les lunettes virtuelles vont permettre de se projeter dans le schéma futur de ce que le vendeur est en train de me présenter. Mais la matière, on n'arrivera jamais à le retranscrire avec des lunettes virtuelles. Donc vous avez encore ce rôle de se toucher qui reste quand même de l'humain sur la matière. Alors, très intéressant une fois de plus, et surtout d'avoir l'avis de Lionel. Alors, sur l'automobile, il est calé, mais en tant que consommateur et quelqu'un qui découvre un peu le monde de la cuisine, c'est toujours intéressant d'avoir cette vision et le toucher. On le sait, la sensation de toucher les matières reste quand même dans la cuisine la clé pour que demain les magasins soient quand même partie prenante du parcours consommateur. Je voulais m'intéresser avec vous trois sur là le monde automobile, avec l'idée d'essayer d'avoir vraiment là des liens et des passerelles et voir comment l'automobile peut et a influencé la cuisine. Je pense à deux sujets principalement. La communication, en termes de puissance de communication, l'automobile est quand même incroyable et sur différentes notions, elle a influencé l'ensemble derrière du retail et sur la notion de financement. Aujourd'hui, plus aucun constructeur ne parle du prix total de la voiture et on ne parle plus que de mensualité et même dans les concessions, les vendeurs parlent de mensualité. Chose qui est aujourd'hui sur la partie financement, donc plutôt crédit dans le cadre d'une cuisine, la location, la LOA reste encore quand même quelque chose d'assez compliqué à mettre en œuvre, quoique sur l'électro on pourra l'imaginer. Toujours est-il que la partie financement au sens large est encore quelque chose qui, je pense, pourrait être beaucoup plus développé chez les cuisinistes. Alors, comment vous avez fait, vous, dans l'automobile, pour les intégrer et que ça devienne quasi indispensable et même naturel au sein des réseaux par les financements? On va s'intéresser plus spécifiquement au financement. Donc, comme je vous l'ai dit, moi j'ai commencé ma carrière chez Smart et je peux vous dire qu'une Sport Fortwo, il y a une vingtaine d'années maintenant, qui valait plus cher qu'une Twingo, 4 places versus 2 places pour la Smart, si on était en prix facial, on ne la vendait pas. Donc on était sur un coût mensuel qu'on rapprochait plus à l'époque sur des abonnements de métro ou de transport en commun et qui à ce moment-là, ou des réductions de coûts aussi de parking, qui faisaient que la voiture était accessible. Donc tout de suite, on a développé donc une communication en loyer qui fait toujours beaucoup moins peur qu'un prix d'achat au comptant. Et puis est arrivé aussi la location longue durée ou avec option d'achat. Donc ça, c'est peut-être un peu moins facile quand même à reprendre dans le monde de la cuisine, mais quelque chose qu'on voit apparaître dans le monde des montres de luxe, par exemple. J'ai vu qu'aujourd'hui, on pouvait acheter des montres en location longue durée, parce qu'effectivement, une montre de marque connue, il y a des valeurs de rachat à 3 à 5 ans qui sont quand même assez connues, donc on sait jouer dessus. Et pourquoi on joue dessus? Tout simplement pour réduire les coûts mensuels. C'est que vous voyez beaucoup de classe A, de Mini, de série 3, etc., de marques premium sur les routes, mais c'est pas parce que les gens gagnent plus d'argent, ce qui n'est sûrement pas vrai. C'est que la seule différence, c'est que les formules de location ont permis de diviser par deux, en fin de compte, ce que le client finance. Donc, et en plus, on parle de valeur de rachat. Donc, on sait qu'une marque premium se reprend plus cher en pourcentage qu'une marque généraliste française. Donc, si le prix catalogue, la marque généraliste française est moins chère, en mensualité, elle peut être au même prix, la marque premium.
parce que la valeur de rachat est supérieure sur une marque premium. Donc on a beaucoup joué dessus, bon, avec ou sans apport, avec aide à la reprise ou pas, bon ça c'est des jeux un peu de marketeux. Mais sur le sujet plus spécifique des forces de vente qui Voilà. ont intégré dans leur processus, dans leur méthode, le fait de ne parler que de financement, comment vous avez fait pour y arriver? Est-ce qu'il a fallu travailler sur les commissions, sur la formation? On parlait tout à l'heure de formation. Et du coup, quelque part, après, je vous poserai la question, pourquoi aujourd'hui dans la cuisine, on n'a pas encore forcément ce réflexe de parler mensualité et de laisser les gens financer à la banque le projet en se disant, moi, je m'en occupe pas, alors que des instituts de financement n'attendent que ça pour aider les magasins. Donc, comment vous avez fait dans l'automobile pour que les vendeurs l'intègrent et comment faire dans la cuisine pour que ce soit la même chose? Alors, il y a beaucoup de choses, hein. Déjà parce que le monde a un peu évolué, c'est que nos parents, grands-parents, surtout nos grands-parents, ils achetaient. D'accord? Donc déjà, l'achat à crédit n'était pas très développé à ce moment-là. Donc c'est quelque chose qui est venu avec le temps pour justement pouvoir s'acheter quelque chose de plus cher, premièrement. Deuxièmement, comment dire, le financement. Aujourd'hui, un distributeur gagne plus d'argent au global sur les ventes de services que la vente du véhicule. Donc clairement, je ne vais pas te donner les valeurs ici, mais clairement, ramener à ce que gagne un distributeur sur la vente du véhicule avec toutes les remises qui sont faites, opération coup de poing, etc., vente privée et compagnie, eh bien, on va plus gagner au global sur les RFA, sur les remises de fin d'année, quand on vend du financement, mais pas que. Quand on vend du financement, quand on vend des contrats d'entretien, quand on vend des extensions de garantie, etc. Donc, en fin de compte, aujourd'hui, l'automobile, la vente de véhicules neufs vit quasiment plus via la vente de services que la vente de financement, que la vente de produits. Et forcément, ça a demandé une formation spécifique auprès des équipes de vente qui doivent changer de discours, ne pas plus parler d'un prix fixe, mais de mensualité. Mais pour parler de mensualité, il faut avoir travaillé le dossier avant par rapport au véhicule que demande le client. Et puis, on a aussi des outils aussi qui sont aujourd'hui très très bien faits, où on va jouer sur des durées, on va jouer sur des apports, et à partir de là, on a des mensualités qui évoluent. Dans la cuisine, c'est aussi des outils qui existent, hein. Dans les logiciels de conception, on peut pas intégrer du financement, mais pour autant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les équipes, alors je dis pas que c'est généralisé, bien sûr certains le font, mais voilà, aujourd'hui pourquoi dans la cuisine il n'y a pas ce réflexe de financer les projets pour aller chercher du business additionnel, augmenter le panier moyen? On l'a tous dans nos logiciels de chiffrage et souvent d'ailleurs quand on remet un devis, on a l'autofinancement qui est intégré dans le devis. En fait, c'est historique dans la cuisine. C'est-à-dire que dans la cuisine, il y a 20 ans, 25 ans, on vendait autant de financement que de cuisine. Enfin, on vendait autant un financement qu'une cuisine. Et puis il y a eu tellement d'abus, qu'à un moment donné, le balancier est parti complètement à l'inverse. Et ça s'est perdu. Beaucoup d'enseignes, beaucoup de distributeurs sans enseigne ont stoppé ça à cause des abus qu'il y avait. Et après, c'est difficile de revenir en arrière. Et moi, je me souviens d'enseignes où j'ai travaillé précédemment. Le taux de recours à crédit était de 15%. Et en travaillant pendant 3 ans d'arrache-pied, je l'ai fait augmenter de 2%. Donc c'est peanuts parce qu'il y a besoin effectivement de former. Il y a besoin d'enlever les idées préconçues, beaucoup des vendeurs. Voilà, c'est un travail de longue haleine. Je pense qu'on y reviendra parce qu'effectivement, encore une fois, on suit ce qui se passe dans le marché de l'automobile. La vente du produit est fondamentale, la vente de solutions associées aussi, et le financement en fait partie, clairement. Donc je pense que ça reviendra dans le cadre d'un projet global. Maintenant, c'est un vrai travail de fond. Et je pense qu'il y a quelque chose d'important, c'est qu'effectivement, il faut initier la pompe. Mais une fois que la pompe elle est initiée, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a nos forces de vente ont une activité qui est assez captive comme pour eux, c'est de rappeler les clients en fin de contrat. Et donc forcément, quand je rappelle un client en fin de contrat, je sais quel véhicule il a, je sais comment il payait, je sais quelles étaient les conditions à l'époque, enfin je sais tout quasiment sur le client, je sais qu'à partir dans les 6 prochains mois, il aura payé son véhicule ou il doit le rendre si c'est la location longue durée. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui les vendeurs, ils ont bien compris qu'en mettant des crédits à la route, ou des crédits ou des locations à la route, ça leur permet comme de rendre, et encore mieux du contrat d'entretien, ça permet de rendre quand même plus captif le client et de pouvoir renouveler plus facilement le client. Donc c'est vrai que moi j'ai envie de dire comme ça, sans réflexion plus poussée, moi je vous encourage, quand une cuisine est payée, alors je ne sais pas si c'est duré 7-8 ans, de ce que j'ai compris, je pense qu'il faut appeler le client au bout de 8 ans. Monsieur Guélichet, dans 6 mois, votre cuisine est payée. Il y a peut-être des évolutions ou un relooking, je ne sais pas, à aborder. Parce que soit le client est très content de ne plus avoir payé ses 300 euros par mois qu'il a payé pendant 7 ans, mais c'est peut-être aussi l'opportunité de repasser sur un crédit lié à de l'électroménager ou lié à des choses comme ça. Nous, dans l'automobile, c'est monnaie courante, ça, très clairement.
Dans l'électroménager, certainement. Après, la durée de vie moyenne d'une cuisine en France est aujourd'hui supérieure à 20 ans. Voilà. Supérieure à 20 ans. Bon, après, on peut imaginer que ce soit une action sur le plan de travail, sur ça des peut être sur le plan éléments. de travail, ça peut être effectivement sur l'électroménager, parce que Mm. l'électroménager a une vraie obsolescence. Et encore là aussi, avec l'arrivée des objets connectés, on a aujourd'hui quasiment tout l'électroménager qu'on peut piloter à distance de son smartphone. C'est embryonnaire, ça va arriver de plus en plus. Et cette obsolescence finalement assez rapide des appareils électroménagers, on peut imaginer effectivement être sur la LOA et puis en permanence avoir comme ça tous les 3, 4, 5 ans de l'électroménager vraiment dernier cri. Ça, c'est tout à fait envisageable. Plan de travail aussi, quelques éléments de déco. Après, déposer tous les meubles. Non, ce que je voulais dire, Thierry, c'était, par contre, c'est une opportunité de prendre la parole. Voilà, surtout ça. C'est voilà, je vous appelle parce que vous êtes à un moment précis dans la question de votre cuisine, et si vous passez ce cap de ces 7 ans de financement et que vous vous rappelez au bout de 10 ans, bah, la prise de parole, elle n'est pas évidente là. Oui, et puis le fait de rappeler à un consommateur, parce que on doit changer tout son électrode dans 3-5 ans, nous redonne la parole effectivement auprès de lui. Et tu disais tout à l'heure, Julien, c'est aussi la possibilité d'orienter le client, à l'époque il n'avait peut-être pas les moyens, pas l'envie, vers un projet plus global chez lui. On lui a vendu sa cuisine, il était super content, on le rappelle, il est super content, il a un projet de rangement de salle de bain, d'aménagement quelconque, il peut faire appel à nous. Oui. La prise de parole auprès du consommateur de manière récurrente dans notre métier, c'est ce qui est le plus compliqué. Quand la durée de vie du produit c'est 20 ans, on n'a pas beaucoup l'occasion de s'adresser à nouveau aux consommateurs. Ce qui est sûr, c'est que donc le magasin de demain, de chez le magasin de cuisine de demain, sera sur tous ces sujets qu'on a pu aborder, multisectoriel. Il y a des leviers de business incroyables avec le financement. Tout ça sera lié à de la formation. Christian, que penses-tu de tout ça là, de ce dont on vient de parler, notamment sur cet aspect de financement, de formation liée au financement, le rôle du SNEC, comment le SNEC peut éventuellement agir pour soutenir la profession sur ces enjeux? Alors, je reviens sur le financement parce que c'est toujours intéressant de rencontrer les partenaires financiers. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez tous. Et c'est vrai qu'ils ont un regard un peu étrange sur nos métiers. Donc, que ce soit dans la partie pièce cuisine comme dans la literie, puisque c'est une durée moyenne de 15 à 20 ans. Donc, bien évidemment, on souhaite que nos consommateurs puissent changer plus rapidement d'espace cuisine. Alors, il faut savoir juste qu'en règle générale, on a 3-4 cuisines dans une vie. Je dirais que le meilleur achat, c'est quand on a 50-60 ans, qu'on commence à être très riche, et que là, on a bien évidemment, on commence à avoir des enfants un peu âgés, si on en a, et on devient grand-parent. Donc c'est à ce moment-là où il faut naturellement faire preuve de modernité, et c'est à ce moment-là où on achète une cuisine très design, très contemporaine, électroménager, le plus... Donc notre cœur de clientèle, c'est vraiment un public très spécifique, je dirais. Je parle sous l'autorité de Thierry. Donc là, c'est le premier point. Donc le financement... ça nous amuse un tout petit peu. Et c'est vrai qu'on a énormément de travail à faire. Vous êtes absolument expert en la matière. Nous, on a quelques questions encore à se poser en matière de relations particulières avec les partenaires financiers. C'est l'humain, très clairement. Moi, j'ai mis en place quand j'étais dans le groupe de distribution qui faisait de l'auto, de la moto. Dans la moto, il n'y avait pas cette habitude des vendeurs de parler en financement, ils parlaient en prix. Sauf que quand vous allez voir votre époux, tiens, j'avais une moto, ah oui, c'est quoi, 7 000 €? Attends, il y a une cuisine à acheter plutôt que la moto. La moto, elle n'est pas achetée. Tiens, chérie, j'ai vu une moto, d'accord, c'est 149 € par mois. Là, le discours n'est plus du tout le même. Donc, très clairement, on a habitué aussi les vendeurs à ne plus parler de prix fixe, mais de mensualité. Je voulais juste dire un petit truc un peu pour la gratter, parce que ça, ma réflexion, elle est par rapport à ce que vous dites, que la cuisine, effectivement, elle dure 20 ans et qu'au bout de 8 ans d'un fin de financement, j'ai l'opportunité d'appeler dans le cadre éventuellement de l'électroménager, mais pas tant sur la cuisine. Alors, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais c'est vrai que à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, les Smart, on pouvait changer la couleur des voitures. C'est qu'on avait ce qu'on appelait des body panels, donc qui était la carrosserie, et on pouvait changer la voiture de couleur en remplaçant la carrosserie qui coûtait à l'époque 1 500 €, je crois, donc c'était 15-20% prix de la voiture. Et moi, je me dis, moi, je connais une fois de plus pas du tout le monde de la cuisine, en tout cas sur la partie technique, et je me dis qu'il y a le côté un peu châssis des cuisines qu'on pourrait donc laisser dans les murs, laisser en place, et peut-être, si c'est possible dès le début à la conception, d'avoir la possibilité de changer peut-être la couleur des portes ou changer les portes pour peut-être que je garde mon châssis, mais je change les portes et je propose à mon client de refinancer une cuisine qui était blanche, qui pourrait la passer en rouge peut-être 8 ans après. Je sais pas, moi, c'est un
vous laisse ça. Si je le vois apparaître un jour, peut-être que... Est-ce qu'on peut y répondre? On peut y répondre, mais sachez que dans le monde de la cuisine, il y a une grande bataille sur les caissons. Parce que, donc je rentrerai pas dans le détail mais caissons coordonnés, corps de meuble, pas corps de meuble, façade coordonnée. Mais en soi, sur le principe, voilà. Mais en tout cas, effectivement, la customisation des cuisines ou le home staging des cuisines, c'est aussi un business potentiel. Christian, tu voulais répondre à ça? Non, c'est vrai que nous, on s'intéresse bien évidemment à cette problématique de remplacement d'un certain nombre de produits, que ce soit le plan de travail, l'électroménager, etc. Je crois que quand on a un projet de cuisine, alors pour revenir simplement sur les formes de commercialisation, ce qui est très, je dirais, paradoxal, on le voit nous dans les relations consommateurs que l'on a, il y a une relation très particulière entre le distributeur et le consommateur. C'est une relation quasiment affective, parce que on est quand même les seuls à être dans ce qu'on appelle la découverte, à être au plus près de l'intimité d'une famille. On sait exactement s'ils ont des enfants, s'ils sont en couple, est-ce que on reçoit ses amis, etc. Donc, et je le vois lorsque nous avons des litiges consommateurs, ce sont quasiment des lettres d'amour. C'est il m'a trahi, je ne l'aime plus, etc. Vous ne reconnaissez pas ça me semble-t-il. Alors justement, je vais faire le parallèle tout à l'heure, c'est que on parle beaucoup de véhicules particuliers, et en fin de compte, je pense que quand je vous écoute, vous êtes beaucoup plus proche du véhicule utilitaire ou du véhicule industriel. Parce qu'en fin de compte, un véhicule utilitaire ou encore plus un véhicule industriel, on a un châssis, on a des empattements, on a des puissances, on a des rapports de pont, etc. Et en fin de compte, le vendeur, il va venir prendre le besoin du client et venir adapter, construire le véhicule avec son client, comme vous construisez une cuisine dans le cadre de l'habitat de la personne. Donc en fin de compte, quand on parle depuis tout à l'heure de distribution, notre rapprochement est plus fort dans le véhicule utilitaire et industriel que dans le véhicule particulier. Alors, je pense que le temps passe vite. Je n'ai aucune notion de savoir si ça fait. On va y passer l'après-midi peut-être. On a beaucoup de choses encore à se dire. Peut-être juste une dernière notion avant d'aborder les approches commerciales, où là aussi on essaiera d'être concis et percutant. Mais là-dessus, je voulais vraiment avoir votre avis. Et on le voit aussi. L'une des phrases qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est demain une voiture sera un smartphone à 4 roues. Et donc, Lionel, quand on a échangé, tu m'as dit l'intérêt maintenant pour les constructeurs, ça va être de prééquiper les voitures avec plein d'options, mais l'option sera activée par un abonnement type Netflix par exemple siège chauffant. Toutes les voitures vont les avoir, sauf que tu paieras et donc que tu peux activer l'option que l'hiver et tu arrêtes de la payer. Donc je voulais que tu développes cette réflexion et voir après nous si dans la cuisine c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Là encore plus électro, il y a beaucoup de fabricants qui sont là où les fours, les displays, c'est quasiment des smartphones ou des iPads. Et donc est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment, tiens, j'active la vapeur que sur un petit abonnement parce que j'ai envie de me faire plaisir l'été, manger équilibré, l'hiver, enfin voilà, j'en sais rien. Mais parle-nous de cette stratégie d'option à la carte et de voir comment on pourrait le transposer dans la cuisine. Et après, promis, on parle des approches commerciales et du travail du SNEC sur ces enjeux qui sont hyper importants. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement, l'arrivée du véhicule électrique va être un gros bouleversement au sens très très large. Et justement, ce véhicule électrique, eh bien, il a cette capacité d'être beaucoup plus lissé. Alors, j'ai eu une grande discussion tout à l'heure où on me disait que vous étiez en pleine personnalisation des cuisines avec des équipements, ou en tout cas des finitions que mon voisin n'aura pas. Ce qui a été le cas beaucoup dans l'automobile, pour citer DS par exemple, qui a été très très loin de la personnalisation, avec des palettes de couleurs énormes, sauf que ça reste peut-être mon avis, peut-être que des gens ne seront pas d'accord, mais je pense que ça c'est un peu fini dans l'automobile. Parce que jusqu'à maintenant on avait une cinquantaine de constructeurs qui faisaient beaucoup de différences avec des moteurs, des boîtes de vitesse, des sons, des performances, des consommations, etc. Une fois de plus, le véhicule électrique va lisser tout ça. C'est qu'aujourd'hui, je vais vous dire un truc, on ne sait même pas où sont fabriqués les moteurs. On ne sait pas quels sont les vrais fabricants des moteurs pour telle ou telle marque. Les batteries, on sait que 90% des batteries sont fabriquées au même endroit et c'est pas trop sur notre continent. Et que en plus, donc il y a de nouveaux entrants qui vont arriver, des gens qui depuis plus longtemps que nous, dans les pays européens ou américains, construisent des voitures électriques. Donc plus tard, je tourne autour du pot, mais forcément je parle de l'Asie et plus précisément de la Chine, qui fabriquent des voitures électriques depuis plus longtemps que nous et qui en vendent depuis plus longtemps. Et donc il y a de nouveaux entrants qui vont arriver avec ces véhicules-là. Et un dernier point, c'est que la voiture doit être aussi efficiente en termes de pénétration dans l'air. C'est que une voiture électrique, le paradoxe par rapport à une voiture thermique, alors je fais un truc un peu sympa, c'est qu'une voiture thermique, elle consomme peu à haute vitesse, enfin sauf en dehors des vitesses réglementées, et beaucoup en ville. Une voiture électrique, c'est le contraire, elle va très peu consommer en ville et relativement beaucoup de façon exponentielle sur autoroute. Et donc on est obligé d'avoir des carrosseries qui vont être de plus en plus lissées,
Et quand vous regardez les vraies marques de voitures électriques, vous voyez que les voitures elles vont tous se ressembler et qu'on aura un choix qui sera beaucoup plus restreint. Donc ça, c'est pour la côté un peu mixité du produit. Et si j'ai envie de dire, si vous voulez voir un peu à quoi va ressembler les voitures électriques à moyen terme, vous regardez la Ioniq 5 et vous regardez la Renault Mégane E-Tech et on va avoir des grosses voitures compactes, un peu surélevées, un peu bodybuildées, qui seront effectivement le schéma de la voiture de demain. Et je pense qu'hélas, moi le premier, tout ce qui est type de roadster, SUV, etc., vont être voués à disparaître. Et donc l'enjeu pour les fabricants, vu qu'en termes de design et de contraintes, ils vont devoir avoir un style ou en tout cas des choses à peu près coordonnées, ça va être par le jeu des options, des abonnements, des choses, on va dire, de l'usage de la voiture par l'écran. Que ça va se passer. Vous imaginez même pas ce qui va arriver. Il y a même des trucs qui dépassent l'entendement. C'est-à-dire que vous voyez aujourd'hui ce que fait un smartphone. Il fait plein de choses un smartphone. Je reprends le détail. Et vous allez avoir une relation avec votre voiture qui va être pareille. La voiture, elle va regarder votre comportement, elle va regarder si vous êtes stressé, si vous êtes heureux, et en fonction de votre état d'être, elle va faire évoluer des couleurs, des sons, même des agréments de conduite. Il y a des choses qui vont se passer dans l'auto, un truc de fou. Et je pense qu'on va être encore plus dépendant de son auto parce que, un peu comme, là aussi, c'est Apple, il y a des gens qui sont piqués à Apple parce qu'il y a un OS qui est quand même particulier, il y a un système d'exploitation qui est particulier. Vous verrez qu'il y a des gens qui vont acheter des voitures qui ne seront peut-être pas les marques traditionnelles comme on a aujourd'hui parce que l'OS, donc le système d'exploitation du véhicule, il est extraordinaire. Mais on sort de performances parce que les performances, elles sont toutes les mêmes. Les autonomies, tout le monde en parle des autonomies, on aura entre 400 et 600 km, il n'y aura pas des voitures à 1000 km d'autonomie, ça ne sert à rien. Il y a des choses mieux à faire sur les réseaux de distribution. Et je voulais juste finir un truc là, c'est que, c'est pareil, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous savez, c'est qu'une voiture thermique, c'est 200 000 km, on va dire plus ou moins 50 000 km la durée de vie. Alors, il y a toujours des extrêmes à 300, 400, 500 000 km, mais il faut voir aussi ce qu'il y a eu comme entretien derrière. Une voiture électrique, ça ne s'use pas. C'est qu'on va avoir des voitures qui vont faire 300, 400, 500, 600, 800, même le million de kilomètres très très facilement. Et qu'est-ce qui va se passer dans notre métier? C'est qu'aujourd'hui, on vendait des voitures en location longue durée, on reprenait le véhicule d'occasion, le VO, on le vendait en crédit, et puis après, elle partait un peu à la casse. Ce qui va se passer sur le véhicule électrique, c'est qu'on va les vendre en location longue durée neuve, on va les récupérer en occasion à 5 ans, on va les revendre en LOA à 5 ans, donc on va les récupérer à 10 ans, sauf qu'à 10 ans, on va les reconditionner. C'est-à-dire que comme aujourd'hui, vos téléphones portables, chez Black Market, on vous change les batteries ou vous change les écrans, et demain, on va changer les batteries, on va changer les chargeurs de porte, on va changer les roulements de roues, etc. Et parce qu'il y a pas le moteur, il est infatigable, et la boîte de vitesse, il n'y en a pas, et la voiture, elle repartira. Et le meilleur exemple de ça, c'est Renault, qui a transformé l'usine de Flins, qui fabriquait des Scénic jusqu'à maintenant, en future usine de reconditionnement. Et c'est ce qui fait aussi, alors toute petite parenthèse, c'est ce qui fait aussi qu'une voiture électrique, son usage entre la construction et la destruction est plus écologique qu'une voiture thermique. Parce qu'une voiture thermique a une durée de vie qui sera 2 à 3 fois inférieure à une voiture électrique. Et juste pour finir, par rapport à ce que tu me disais des options, c'est qu'effectivement, les voitures électriques, il y aura beaucoup moins d'options à choisir à la commande. Elles seront toutes mises dans le véhicule et on va pouvoir actionner les options soit à l'année, soit sur une période donnée, en fonction de son besoin. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau et surtout, c'est pour un constructeur beaucoup plus rentable. On verra si tout ça arrive dans la cuisine, notamment encore une fois sur l'électroménager qui serait peut-être le levier le plus logique pour travailler ce rapport à l'abonnement, à la fonctionnalité, à la demande. On va maintenant revenir dans le cœur du marché de la cuisine et sur un sujet qui là aussi touche tout le monde. On en a parlé là aussi dans le cadre d'un dossier diffusé dans l'officiel des cuisinistes. Là, les nouvelles approches commerciales. Alors on va essayer d'être efficace, rapide, concis sur des cas concrets. C'est-à-dire à un moment, les gens qui vont nous écoutent là, merci d'assister à ce hub et à ceux qui nous regarderont après, ont besoin de cas concrets. Le Covid, les fermetures de magasins, les magasins ont dû évoluer. Certains se sont mis à vendre au domicile, d'autres à distance. Eh bien, en fait, ils sont hors la loi la plupart du temps s'ils sont associés au CGV du magasin. Ils ne le savent pas, il faut qu'ils l'apprennent. Vous avez, avec le SNEC, fait un super boulot pour informer et surtout donner des clés pour qu'ils restent dans le cadre de la loi avec leur CGV magasin, tout en s'adaptant à l'évolution de ces méthodes de vente. Alors j'aimerais, Thierry, que tu rentres dans le détail là-dessus et peut-être que tu redéfinisses ce que sont la vente à domicile, notamment sur ce qui peut toucher le cuisiniste qui le fait sans faire attention aux droits, et la vente, donc vente à domicile et vente à distance, deux éléments importants.
Alors, et puis après, je donnerai un exemple concret qui est le cas de figure émergent en fait. Alors, je vais lire mes notes parce que là, pour le coup, c'est des articles de loi et je les connais pas par cœur. Donc, on considère qu'un contrat de vente à distance, c'est un contrat qui est conclu entre un professionnel et un consommateur dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat. Donc en fait, ce qui caractérise la vente à distance, c'est le fait de ne pas être au même moment, au même endroit, et d'avoir recours à un échange de mails suffit. On pense beaucoup à la visio, à la signature électronique. Des échanges de mails suffisent à avoir recours à finalement ces éléments d'échange électronique à distance. Et le risque majeur, il est là. La vente à domicile est encore autre chose. C'est la vente en dehors du lieu d'exercice de l'activité habituelle du professionnel. Donc, quelqu'un qui vendrait une cuisine sur un stand ici ferait pas de la vente à domicile, il ferait la vente. Mais par contre, il ferait de la vente hors établissement. Et la vente à domicile rentre dans le cadre de la vente hors établissement. En fait, je vais prendre un cas de figure pour illustrer, qui est le cas de figure qu'on a vu arriver au moment plutôt du deuxième confinement, donc c'était novembre 2020, là où vraiment la profession s'est mise à vendre des cuisines plutôt de manière digitalisée. Ce qu'on voyait arriver, c'était l'étude de projet à distance. Et on disait tout à l'heure brièvement, quand on est intervenu pendant l'AG du SNEC, qu'on avait regardé les moments où se faisait l'étude de projet. Et il y a 3 moments clés, mais on va prendre les moments où l'étude de projet se fait à distance. C'est-à-dire que le consommateur ne vient pas au magasin, c'est ce qui s'est passé en novembre, les magasins étaient fermés, et contacte le magasin par un mail en disant, bah voilà, appelez-moi, j'ai un projet, et ce qu'on faisait très souvent chez nous, enfin dans notre enseigne, mais partout dans la profession, c'est qu'on convenait d'une visio avec toi, et puis je découvrais ton projet, je concevais ton projet peut-être à distance, et à un moment donné quand même, si on veut ne pas être dans le cadre hors la loi, il fallait qu'il y ait une rencontre physique. Et ce qui a rendu possible cette rencontre physique, c'était soit 2 choses, soit la partie technique, le geste technique du maîtrise au domicile du consommateur, soit ce qu'on disait beaucoup et qui est là pour le coup différent, et on a beaucoup souligné cette différence-là, c'est le moment où le consommateur a besoin de venir toucher, sentir, ouvrir, etc., manipuler sa future cuisine, son futur projet de cuisine, soit au domicile si on se déplace avec des échantillons, soit au magasin quand le magasin est ouvert. Voilà. Et puis on peut à ce moment-là, si on respecte ça, finalement traiter tout le reste à distance. Déjà la prise de contact, et on a vu l'étude de projet peut se faire à distance, et la conclusion du contrat via des solutions de signature électronique et de paiement à distance aussi peut se faire. Et là on est dans le cadre légal. Par contre, l'élément clé, c'est que si on ne respecte pas à un moment donné la rencontre physique, le présentiel, dans la démarche de vente, on n'est que en digital, alors là, c'est plus compliqué. On peut répondre techniquement, mais on est un peu, donc vous voyez tout à l'heure dans les diapositives, des arborescences avec un peu du rouge. Rouge, ça ne veut pas dire que c'est interdit, ça veut dire que c'est risqué et qu'il y a vraiment des précautions à prendre. Après, je ne rentre pas dans le détail, on est vraiment dans du juridique. Et puis le dossier du SNEC et ce qu'on avait publié dans l'officiel répondait vraiment à ça. Mais si mes souvenirs sont bons par rapport à cette notion de vente à distance, il faut pouvoir aussi justifier d'avoir eu cette rencontre physique en magasin ou au domicile, mais voilà, de ce que tu disais. Et si malheureusement ça n'est pas possible, le consommateur du coup rentre dans le cadre d'une vente à distance, et c'est là où j'avais été hyper interpellé, c'est qu'en fait il peut, pendant 14 jours après réception de la cuisine, la renvoyer et dire au cuisiniste en fait j'en veux pas, et là du coup c'est hallucinant. Aujourd'hui on sait que les délais sont très longs, mais en période normale ils sont de quelques semaines, donc la commande est passée au fabricant, elle est fabriquée, elle est livrée, le consommateur en fait ça me plaît pas, 14 jours après le cuisiniste est obligé. Alors je sais que c'est le consommateur à ses frais qui doit renvoyer les meubles, donc ça va les calmer, en tout cas les déposer. Donc il y a quand même des petites choses, mais ce délai de rétractation, quand on est sous le cadre d'une vente à distance, là, il faut vraiment que les cuisinistes qui nous écoutent, qui nous écouteront, en prennent conscience. Ils ont quand même intérêt à faire et avoir ce rendez-vous physique et le justifier pour être tranquille. Il y a 2 choses. Et le remboursement, pardon. Non, mais vas-y. Il y a le remboursement, effectivement, de la compte versée. Bah oui. Il y a en fait 2 éléments clés dans ce que tu as dit. Je vais aller un peu vite sur les éléments techniques, mais effectivement, il faut documenter le fait que la relation présentielle ait eu lieu. Et que la demande émane du consommateur. Donc il faut, si le consommateur fait une demande, on a beaucoup aujourd'hui de demandes de rendez-vous en magasin qui se font par mail. On reçoit des mails ou sur les sites internet, et ça se traduit pour le magasin par un mail en disant tiens, Monsieur Sol veut un rendez-vous dans le magasin de Monsieur Sarraud, et ça se traduit comme ça. Et ça, faut le garder, faut l'archiver. Et il faut archiver aussi l'idée qu'il y a eu rencontre présentielle. Donc, alors dans les démarches commerciales, ça se traduit par un mail de remerciement. Cher Monsieur Sol, nous avons eu le grand plaisir de vous accueillir dans notre magasin aujourd'hui et d'étudier ensemble votre projet. Donc on le traduit en manière commerciale, mais
Et donc, c'est effectivement la documentation de la rencontre physique. Et le risque, en fait, et là, effectivement, on est un peu tombé de notre armoire quand on a commencé à rentrer dans le cœur du sujet avec Maître Temple-Boyer. Au passage, je remercie Sarah pour l'exceptionnel travail qu'elle a pu faire sur le dossier et le sujet. C'était ce risque-là. C'est-à-dire que le risque, il est la dépose de la cuisine 14 jours après la livraison du dernier bien. C'est-à-dire qu'en plus de ça, s'il y a un retard et que tu livres en retard, ne serait-ce qu'un fileur, un socle, le moment du délai de rétractation commence là. D'accord ? Et ça veut dire qu'au 13e jour de l'installation de la cuisine, le consommateur peut appeler en disant monsieur, finalement j'ai changé d'avis, j'en veux plus, reprenez-la moi. La seule contrainte qu'il a, c'est de la déposer, de la rendre en l'état. Donc ce qui protège quand même le professionnel, n'empêche que le risque existe. Et il est majeur. Alors il est majeur pour le distributeur qui a posé, il est majeur pour le fabricant. Parce qu'une cuisine, contrairement aux futures voitures électriques, ça ne se recycle pas. Elle est conçue sur mesure pour la pièce du client. Donc on ne sait rien en faire demain, quoi. Donc l'intérêt clairement du travail du SNEC, ça a été d'alerter et de faire son boulot, entre guillemets, d'alerter les cuisinistes, alors les adhérents, mais aussi l'ensemble de la profession. C'est pour ça qu'on avait d'ailleurs diffusé ça dans l'officiel. Et là, vraiment, s'il y a quelque chose, un message qui doit passer, c'est bien ça. Soyez moderne entre guillemets dans les méthodes. Le client demande de la distance, de la digitalisation, c'est bien, mais attention derrière les modalités juridiques, parce que les CGV magasins actuels ne couvrent pas. Moderne et vigilant. Voilà, moderne et vigilant. Alors, c'est surtout pour les distributeurs indépendants. Les grands groupes, on a intégré ça dans nos démarches commerciales et dans les préconisations qu'on fait à nos réseaux. C'est même intégré dans les logiciels points de vente la plupart du temps. Donc les garde-fous y sont, notamment ce que je disais en termes de documentation, on envoie des mails de remerciement, etc. Et ça, c'est cadré. Et puis l'information est passée aussi dans les démarches commerciales et on la professe et on forme les vendeurs là-dessus. C'est le rôle d'une enseigne, d'une tête de réseau de faire ça. Pour les indépendants, il n'y a pas une tête de réseau qui dit mais il serait mieux que tu fasses ça et par contre fais pas ça et on va former tes vendeurs comme ci et pas comme ça. Et là, par contre, effectivement, je vous renvoie à ce que le SNEC on a contribué. C'est d'excellents dossiers, effectivement. Et si on peut pas se procurer ça, on doit pouvoir retrouver l'exemplaire du mois de mars de l'officiel. C'est plutôt bien résumé dedans. Oui. Pour l'info, c'est le moment ou jamais, puisque l'officiel et tous les numéros de l'année sont disponibles dès l'entrée. Donc, il suffit de demander à David, Camille ou Marina le numéro de mai, parce que j'ai vérifié avant. Vous parliez de mars, mais c'était mai, messieurs. C'est un scandale. En tout cas, on avait fait tout ce qu'il fallait. Je crois qu'on arrive au terme. Alors, désolé, on aurait eu encore plein de choses à se dire. Peut-être qu'on refera un hub spécial, le magasin de demain, dans le cadre des studios de Win-Win, puisqu'on sait que l'idée de ce concept, c'est de se redéployer tout au long de l'année. En tout cas, merci à vous d'avoir pris le temps. Merci Lionel d'être venu. Le sujet automobile nous passionne. On pourra en parler là aussi des heures. La cuisine nous passionne aussi. J'espère qu'on a essayé, qu'on a répondu à quelques interrogations, donné des idées et créé des passerelles entre ces deux mondes. En tout cas, c'était l'objectif. Et puis du coup, on va se revoir pour certains d'entre vous un peu plus tard pour les S Awards, puisque ici même dans peu de temps, je ne sais pas quelle heure il est, on aura la grande remise des prix de nos S Awards. Donc merci à tous et puis on se revoit très vite, parce que dès demain, même endroit, même heure, il y a un deuxième hub donc sur la vie du point de vente. Donc vous aurez l'occasion de nous écouter encore avec d'autres invités. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci bien, au revoir. Au revoir.